Chapitre 44. Des centaines de harpies passèrent d'un coup au-dessus de leur tête. Elles heurtèrent de plein fouet les angelots de l'escouade aérienne. De nouveaux combats débutèrent et de nouvelles explosions enflammèrent le ciel. Les lueurs laissèrent entreapercevoir les soldats de la Pythie qui les dépassaient par un côté et attaquaient dans la plus complète désorganisation en un mélange improbable de créatures différentes, toutes prêtes à en découdre. L'armée des Tartares évitait le petit groupe qui entourait Sélène. Il leur criait même des encouragements en passant quand il ne les acclamait pas. Non loin de là, la bataille débutait enfin réellement. À la surprise générale, c'étaient les soldats de la cité de la Pythie, renforcés de milliers de réfugiés acculés aux portes de la ville, qui chargeaient les premiers. Sans le savoir et sans que ce ne soit leur motivation principale, Sélène, Anorine, Leprof, Sténa, Koum, Gunshi et Lupin avaient donné par leur combat du cœur au ventre à l'armée de réfugiés qui campait au pied de la cité. Durant toutes leurs tentatives pour secourir Lupin, puis Sélène, ils avaient été observés depuis la ville. Réfugiés et défenseurs de la Pythie avaient été les témoins de comment 5 créatures des Tartares et une jeune fille avaient tenu tête à 2000 soldats de l'Élysée. Lorsque l'archange s'en était mêlé dans un festival pyrotechnique, tous avaient pensé qu'ils allaient périr. Et pourtant, cet être légendaire et tout-puissant qu'était l'archange avait chu des cieux, vaincu. Alors, portés par un immense espoir et sous l'impulsion de l'oracle, les Tartares avaient commencé à charger, spontanément, dans le plus grand désordre, autant pour secourir la petite troupe qui entourait Sélène, que dans l'espoir de triompher des armées de l'Élysée. Le temps de parcourir la plaine et de louvoyer entre les défenses qu'ils avaient eux-mêmes érigées, ils étaient arrivés, exactement, au bon moment, dans cet effroyable tumulte, pour sauver Sélène et ses compagnons. L'oracle lui-même était à la tête de ses harpies afin de participer à la bataille. Il survola la zone ennemie où avait notamment atterri l'archange. Depuis les cieux, il vit avec regret des soldats exfiltrer à la hâte leur chef tombé parmi leurs rangs. Il le portait comme un vulgaire sac de grains. L'archange sortait indemne de ce combat dans tous les futurs que l'oracle voyait. Le dernier coup qu'il avait reçu lui avait seulement fait perdre connaissance. Il se réveillerait le lendemain, humilié qu'un descendant des nains l'eût mis au tapis. Ces soldats se hâtaient, car non loin de là, les troupes des Tartares venaient d'enfoncer leur première ligne dans un vacarme assourdissant. Les défenseurs de la Pythie étaient galvanisés par la résistance dont ils avaient été témoins, frustrés par des semaines à fuir sur les routes, en colère pour leurs proches qui y avaient souffert. Leur charge fut donc à la hauteur de leur haine. Le reste de ce régiment fut mis en déroute sans mal. Puis aux olifants des Tartares répondirent de nouvelles et nombreuses trompettes. Tous les régiments de l'Élysée étaient en train de manœuvrer. Les effectifs restaient très déséquilibrés. Les Tartares luttaient à 1 contre 10. L'oracle observa les mouvements de 2 régiments en particulier, loin en arrière. Il lut et comprit immédiatement qu'un étau était en train de se former autour de l'avancée des Tartares. En temps normal, il aurait fait attaquer préventivement ces 2 régiments ennemis pour tenter de renverser la situation. Mais l'oracle ne pourrait rien pour empêcher ses soldats de foncer tête baissée. Il savait qu'en laissant faire, ses troupes allaient s'étirer au point de se distendre. Alors, il interrogea tous les futurs. Il ferma les yeux, voyant tout ce qui risquait de se produire. L'espoir de victoire était inexistant, et une déroute complète pour lui dans tous les avenirs où il tentait de remettre de la discipline dans ses troupes. Il n'avait d'autre choix que de capitaliser et d'encourager sur la folie qui s'était emparée de son armée. De tout, c'était ce qui l'écarterait le plus d'une défaite. Or, l'oracle avait besoin de temps. Il avait vu que des bateaux viendraient secourir les survivants au petit matin. S'il parvenait à gagner une journée, il sauverait nombre des siens. Dans ses visions, la progression de ses troupes continuait une bonne partie de la nuit. Les créatures indisciplinées des Tartares enfonceraient encore plusieurs autres régiments avant de se heurter à la masse des derniers. Puis l'étau se resserrerait sur les Tartares dans un corps à corps sanglant qui durerait jusqu'au matin et se conclurait par la défaite de l'oracle. Jusqu'à présent, les alternatives étaient infimes dans la trame des possibles futurs qu'il avait entrevus. C'est alors qu'il se saisit d'un fil très ténu. Il existait une minuscule chance de faire un match nul et de gagner la journée de délai dont il avait tant besoin. S'il échouait, les soldats adverses pilleraient et incendieraient la ville, et il n'y aurait plus aucun survivant à sauver une fois l'aube venue. Maintenant, le futur se dessinait plus clairement. Une chose seule qu'il pouvait faire, lui en particulier, pouvait être décisive pour l'issue de la bataille.
Il n'hésita pas longtemps. Il fit demi-tour. Sa présence, pour l'instant, ne servait à rien. Il posa la harpie qu'il chevauchait dans la zone de calme où se trouvaient Stena et sa petite troupe. Ils étaient en train de panser leur plaie. « Merci, » dit Stena d'un ton morne. « Vous êtes arrivé pile au bon moment. L'archange est-il toujours en vie ?»« Oui, je doute toutefois qu'il soit remis sur pied avant quelques jours. »« Tant mieux. »« Dans quel état êtes-vous » demanda-t-il en posant un pied à terre. « Aussi mal que possible, mais tu le sais déjà. » répondit Stena. « Je suis la seule en état de combattre. » « Nous allons nous en charger pour cette nuit. Je vais vous faire ramener dans la cité. » « Vous aurez besoin de moi. » Ils ont compris qu'une gorgone est face à eux. Ils ne rallumeront pas leurs torches de toute la nuit. Peut-être que la lune... La nuit sera noire, ténébreuse. Un sortilège de l'archange est à l'œuvre. La fumée des incendies et explosions se mêlera aux nuages déjà épais et obscurcira encore davantage le ciel. Mais... Stena, c'est un avantage inespéré pour nos troupes. Nous avons des espèces nyctalopes, eux, non. Reste en retrait. Je vais tous vous faire ramener derrière les murs de la ville. Soigne tes amis. Je peux contenir les assaillants. Peu avant l'aube naissante, il se fera un bref instant où la plaine sera visible. À ce moment-là, uniquement, embrasse le champ de bataille de ton regard. Puis, enfuis-toi vers Asia avec tes compagnons, Stena. Des bateaux vous secourront à l'aube. Cela transformera aussi tes soldats en statues de pierre. Stena, quand ce moment viendra, il n'y aura plus de survivants appartenant à la Pythie. Il te faudra alors intervenir. Je te demande d'observer depuis les remparts. Si nous empêchons l'avant-garde d'abattre les portes de la ville, cela laissera une journée complète aux rescapés pour quitter Europée avant que le gros de l'armée de l'archange n'arrive. Et toi ? L'oracle eut un petit rire assuré. Ne t'inquiète pas pour moi, je serai à l'abri. Me penses-tu assez stupide pour m'exposer à ton regard, ou pire, à celui de la Camarde ? Stena tendit l'oreille vers lui afin de distinguer à son ton s'il mentait. Je décèle quelque chose dans ta voix. Très bien, Stena. Voici la vérité. Je serai le dernier survivant lorsque tu poseras tes yeux sur la plaine. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Tu n'auras qu'à lever le sort sur moi juste après. Tu en auras le temps. Je n'aime pas trop ça. Stena posa sa main dans ses cheveux. Seras-tu encore vivant lorsque mon sortilège pétrifiera le champ de bataille ? Oui, assurément. Tes cheveux ne mentent pas. Dans ce cas, d'accord, je le ferai. Ainsi, ils se séparèrent. Et la nuit ne se déroula pas autrement qu'il l'avait prédit. Stena et ses amis furent mis à l'abri des remparts de la ville, où ils se soignèrent, à l'exception du technome. Mieux valait d'abord que le prof soit guéri de ses blessures, afin de le bloquer à son réveil, qui serait très douloureux, avec plusieurs membres en moins. Puis, l'oracle se mêla à la bataille, sur les différents fronts, pour soutenir ses troupes qui dominaient l'adversaire. Après une nuit de combat acharné, menée par les talents tactiques et d'anticipation de l'oracle, ses soldats étaient venus à bout de presque tous les régiments de l'avant-garde situés devant eux. Il n'en restait plus qu'un qu'ils étaient en train d'affronter, mais la fatigue et la peur avaient gagné les rangs. La hargne des défenseurs de la cité de la Pythie s'était épuisée à chaque mort. Ils piétinaient des cadavres et étaient couverts d'un sang poisseux qui s'insinuait partout. Les deux autres régiments de l'Élysée, situés de part et d'autre en retrait, avaient soigneusement et patiemment attendu, sans prendre part au combat. Lorsque les troupes des Tartares furent les plus désorganisées de toute la bataille et commencèrent à buter sur le dernier régiment leur faisant face, ils entrèrent en jeu. Ils attaquèrent prudemment les flancs trop étirés de l'armée de l'oracle, qui se retrouva à devoir combattre sur 3 fronts, en avant et sur chacun de ses flancs. Les 2 régiments latéraux intensifièrent leurs efforts pour se rejoindre. La bataille bascula lorsque l'armée que guidait l'oracle fut coupée en 2. Stena s'était mise en position, à couvert, sur le rempart, tenant le reste osseux du visage de Gunshi. Ce dernier devait l'avertir quand la luminosité serait suffisante pour qu'elle agisse. Aucun d'eux ne parlait. Il n'y avait rien à voir et rien à dire. Seuls étaient perceptibles les lointains échos des combats. Les 2 régiments mirent l'essentiel de leurs forces à massacrer les survivants, les plus proches de la cité,
et aussi les plus nombreux. L'oracle perdit la moitié de ses troupes, mais ne vint pas à leur secours. Il s'affaira à anéantir le régiment le plus éloigné, afin de ne pas avoir à terminer la bataille en luttant sur 2 fronts. Lorsqu'il eut achevé le dernier soldat de l'Élysée de ce côté-ci de la plaine, il fit se retourner son dernier bataillon. Les 2 régiments qui avaient pris son armée en tenaille avant de la scinder ne formaient plus qu'un régiment, presque complet. Ils massacrèrent les troupes des Tartares, acculées au pied des remparts. Puis, ils se réorganisèrent pour faire face à l'oracle, tandis qu'une partie des hommes commençait à s'en prendre aux portes de la cité. L'oracle n'était plus à la tête que d'une 50aine de créatures épuisées et hésitantes. La retraite vers la Pythie leur était coupée. Fuir aurait signifié livrer la ville à l'ennemi, et il n'en était pas question. Ils se retournèrent alors et avancèrent vers le millier d'hommes restants, tout ce qui subsistait de l'avant-garde des armées de l'Élysée. Au-dessus des portes, sur le rempart, la silhouette de Sténas tenait prête, mais l'aube était encore inexistante. L'oracle relut les fils de l'avenir. Le 3e fil possible se rompit quand il l'interrogea. Il s'imagina envoyer sa dernière harpie sauver Sténa. Il vit alors Sténa refuser de partir, puis être victime d'un archer. Il n'y avait plus que 2 avenirs possibles. Soit il s'enfuyait avec la harpie et il laissait les soldats adverses pénétrer la ville, la mettre à sac et tuer les rescapés et les blessés. Dans ce futur, Sténa mourait, et lui, il survivait. Il y perdait dans ce cas son honneur à tout jamais. Soit il attaquait avec ses quelques troupes et gagnait encore un peu de temps nécessaire à l'aube pour se lever et éclairer le champ de bataille. Mais dans ce cas, il se voyait presque mourir. Il fit l'inventaire de ses troupes. De très dangereuses créatures s'y trouvaient. Il comprit pourquoi le second fil permettrait de tenir jusqu'à l'aube. Lui-même n'avait pas encore fait étalage de ses talents. Il était un bretteur bien difficile à tuer, car il savait toujours, avec son don de prescience, le coup qui devait advenir. Ses troupes se doutaient que fuir n'était pas possible, bien que la tentation fût grande. Le gros de l'armée ennemie serait là, dans une journée, et toute retraite vers la ville leur était coupée. Il les replaça un par un, mettant devant les plus robustes et les plus dangereuses des créatures encore présentes. Tout était nyctalope. Celle qui ne l'était pas était morte au fur et à mesure des combats. Seul l'oracle ne voyait pas dans le noir, mais c'est une faculté inutile lorsque l'on voit tous les futurs. L'oracle discourut devant ses soldats. Il lut à chacun son avenir. « Toi, si tu ne combats pas ce soir, tu mourras après-demain, broyé par le gourdin d'un géant. Toi, si tu fuis au lieu de combattre, la flèche d'un elfe te touchera à cet endroit précis demain soir. Toi, si tu ne m'accompagnes pas, tu seras capturé et noyé dans une mare pour le plaisir des soldats dans 2 jours précisément. Et toi, si tu ne te montres pas courageux, tu te noieras au milieu du fleuve océan. » Et l'oracle continua ainsi pour chacun de ses combattants. Bien sûr, il ne leur dit pas qu'ils mourraient tous bientôt. Il laissa planer ce doute, mais les survivants avaient sans doute compris qu'ils avaient un choix. En finir avec la vie en sauvant la ville, ou périr dans les jours qui suivraient après avoir fui et livré la cité comme des lâches. Ils marchèrent donc, dans le noir, à travers la plaine jonchée des cadavres des 2 camps. L'oracle ne leur dit rien de plus, il les laissa affronter leur destin. Aucun blessé ne fut secouru par eux en chemin. Tant que la bataille n'avait pas d'issue, cela ne servirait à rien d'autre qu'à les encombrer inutilement. L'oracle conduisit ses combattants jusqu'à une centaine de mètres de l'ennemi, car il savait que le seul archer encore présent avait pour ordre de surveiller les remparts. L'oracle se mit face à ses soldats. « Quant à moi, je ne mourrai ni demain ni après-demain. J'ai vu que je mourrais transpercé par une 20aine de lames. Pour sauver les nôtres, j'accepte ce destin. Ce soir, ma vie prendra fin. » Un frisson glacé parcourut les soldats. Une trompette ennemie, bien solitaire maintenant, sonna. Ils l'ignorèrent. Au lieu de les faire se sentir abattus, cette vision de l'avenir de l'oracle prouva aux créatures survivantes le courage de leur chef. Ils savaient qu'il allait mourir, mais il y allait quand même, au contraire d'eux qui s'y rendaient dans l'espoir de survivre après avoir ouï les visions prophétiques de l'oracle sur leurs derniers instants en cas de couardise. Tous étaient désormais liés à leur chef par un pacte de mort. Ils trouvèrent alors les ressources pour une nouvelle bouffée de colère, d'abord sourde. Elle explosa lorsque le couperet tomba sous la forme de la dernière harangue de l'oracle. « Pour vous, soldats, c'est la victoire ou la mort de ceux qui vous sont chers. »
Ils chargèrent avec une violence inouïe à laquelle l'adversaire ne s'attendait pas. Leur attaque terrifia l'ennemi, créant un mouvement de foule qui blessa une partie des lignes arrières. La confusion gagna les rangs, mais l'Élysée était toujours bien supérieur en nombre. En une quinzaine de minutes, l'oracle se retrouva à lutter aux côtés d'une dizaine des siens contre plusieurs centaines d'ennemis. Inévitablement, ils furent submergés, tombant les uns après les autres. L'oracle resta le dernier à combattre. À lui seul, il abattit une quarantaine d'hommes. Il voyait venir chaque coup mortel et en assénait le triple. Cerné de toutes parts, couvert du sang des autres et d'un peu du sien, il se battait les yeux fermés, avec une précision ininterrompue. Il n'avait qu'à saisir chaque fil de l'avenir, où il mourait, le démêler, puis le couper. Au bout d'un moment, il n'en trouva plus. Sthéna se trouvait trop loin pour entendre les dernières paroles de l'oracle. Elle entendait les chocs des lames avec angoisse, mais rien n'était encore visible depuis le haut des murailles. Elle connaissait l'oracle depuis longtemps et gardait confiance en lui. L'aube était encore lointaine. Les épais nuages qui obscurcissaient tout laissèrent toutefois passer enfin la lumière tant attendue. Un simple ray de lune illumina la plaine. Gunshi distingua les silhouettes des soldats en contrebas. Il prévint Sthéna que le moment était arrivé. Sthéna arracha son bandeau, au moment où une vingtaine d'hommes transperçaient presque simultanément de leurs armes son ancien amant. Elle vit la scène se pétrifier avec une infinie stupeur. Les 600 soldats de l'Élysée survivants et l'oracle devinrent statues instantanément. Sthéna observa le monument de pierre qu'elle venait de créer malgré elle. Son amant était au sommet d'une pile d'une trentaine de cadavres de soldats traversés en cet instant par de multiples lames et pointes de lance. Son visage affichait un sourire mêlé de souffrance. La tristesse de Sthéna se mua en colère. De fait, il n'était pas encore mort lorsque Sthéna l'avait regardé. Il était impossible non plus qu'il survive si elle levait son sort. Sthéna versa une larme qui roula sur sa joue et heurta le sol dans un petit tintement. L'oracle n'avait pas menti à propos de sa vision. D'ailleurs, les cheveux ne mentent jamais. Ah mais j'y arrive pas, il s'accroche. C'est un peu plus dur. Et là, tu vois quoi là? Lui mise au tapis. Plutôt mis au tapis. Ouais. On s'en fout, on l'a vu un peu, ça suffira. Humilié qu'un descendant des tapis. Des tapis. Ouais, Du mise au nain. ouais, ça serait une bonne espèce, ça. J'ai un peu bafouillé à plusieurs moments, non? Ouais, je crois que t'as dit abattu, mais je suis pas sûre. Abattu? Abattu? Je crois que t'as dit abattu. Encore abattu. Ouais, abattu. abattu. C'est un vrai problème, Tu vas ça. peut-être un peu vite là, non? Je sais pas, mais je sais pas si j'ai mal entendu. Je sais pas.